Cette parcelle-là n'a pas vu la charrue depuis 1998. C'est énorme. C'est énorme. Et ça fonctionne toujours. Dans le temps, toutes les fermes, il y avait une partie luzerne, une partie avoine, une partie, puis après céréales. C'est-à-dire la partie avoine servait de carburant quand il y avait la traction animale. La luzerne, c'était le foin, la nourriture, le carburant aussi. Et ils avaient une rotation qui était bien appropriée pour. Puis il y avait les moutons. Mais quand on dit dans le temps, c'était dans le temps il y a bien longtemps. Hein. Non. Oh, 50 ans, 60 ans. Entre 50 et 60 ans, jusque dans les années 60. Après, ça a été l'intensif. Ils ont poussé l'intensif. Mais cette technique-là de luzerne implantée dans les céréales de printemps, c'est vieux comme le monde, c'est ce qu'ils faisaient. Ils se mettaient ça dans l'orge. Il y avait tout, ils avaient les animaux, ils avaient les moutons, après la moisson, ils partaient dans les champs, les bergers, et puis le mouton, il était là, dans un champ comme ça, j'aurais eu un troupeau de moutons, c'était le bonheur. Ils avaient la nourriture qui ne me coûtait rien, parce que c'était le couvert. Et moi, j'avais la fumure qui ne me coûtait rien non plus. Et il y a des gens qui commencent à réintégrer les troupeaux de moutons dans des champs, dans les couverts. Et qui sont en train de se pencher sur la question avec des races très rustiques qui restent dehors toute l'année. Et ça commence à faire son chemin. Voilà, il faut observer, il faut sortir de chez soi, il faut s'entourer. Il faut s'entourer au niveau technique, quand on rentre dans un système comme ça, il ne faut pas rester dans sa ferme, il faut voir ailleurs ce qui se passe. Et c'est avec les expériences des uns et des autres, malheureuses ou heureuses, qu'on avance. C'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça que nous, on a construit le système où on en arrive aujourd'hui. Hein. C'est avec les réunions, les expériences, les groupes qu'on a créés, les rencontres avec les étrangers, des Français. Tout le monde amène sa pierre et tout le monde dit bon, j'ai fait ça, c'était un échec. Moi, j'ai fait ça, c'était positif. Donc, à partir de là, on fait un mélange de tout ça, on étudie tout ça, on se dit, bon, ce qui permet d'éviter de faire des échecs chez soi, sachant qu'il y a eu un essai qui a été fait quelque part, mais c'était négatif. Bon. Et c'est comme ça qu'on a construit, c'est comme ça qu'on a avancé, et c'est pour ça aujourd'hui que j'en suis arrivé avec ce système et qui marche, qui fonctionne aujourd'hui. Vous savez, dans une catégorie de population, il y a toujours des innovants, des suiveurs, etc. Et les défricheurs, les innovants, il faut bouger les choses. Et que ça a été comme ça dans l'industrie, c'est comme ça dans l'agriculture. Alors il y a des pays où ça va plus vite parce qu'ils ont moins de freins culturels. Et les États-Unis, par exemple, ils n'ont pas d'histoire comme nous au niveau agricole. C'est un pays qui a un siècle et demi d'agriculture. Et donc quand ils voient que ça ne va pas, ils changent, ils évoluent. Chez nous, la France est un pays où il y a un grand frein culturel pour l'évolution des choses au niveau agricole parce que c'est un pays qui s'est structuré dans les années 60 avec la loi de développement rural. Il y a une mise en place de tout un environnement d'accompagnement de l'agriculture après la guerre, que ce soit les chambres d'agriculture, les coopératives, les instituts techniques, etc., qui étaient très bénéfiques, qui ont amené l'agriculture à devenir très productive, produire pas cher. Mais aujourd'hui, cette même organisation est plutôt en frein. C'est que c'est les agriculteurs qui vont voir ailleurs, qui broutent ailleurs, qui font évoluer les choses et les instituts techniques après suivent et essayent de voir et d'expliquer ce qui se passe ou de dire « Ah ouais, c'est vrai, mais attention ». Mais c'est la base qui fait bouger. C'est une notion de gestion de risque, en fait, voilà ce que je voulais dire. Et il faut arriver à estimer le risque, à le gérer. Voilà. Et ça, c'est pas évident. Hein. Enfin, la terre doit être prête, mais là-dedans... Surtout là où il faut être prêt. Les haricots, comme toutes les cultures légumières de plein champ, en bio en particulier, sont des cultures qui demandent un investissement assez important. Ce qui fait qu'on n'a pas de droit du tout à l'erreur. Quand on fait une culture de ce type-là, il faut la prévoir 3-4 ans à l'avance. Et bien anticiper pour que la parcelle soit propre, faire des cultures précédentes qui nettoient le sol, pour ne pas avoir de grosses pressions d'herbe qui deviendraient immaîtrisables. Nombreux étaient ceux qui me qualifiaient d'un peu fou,
Mais bon, je m'en suis pas mal remis apparemment. Les premiers pionniers, comme Christian Pierre, ont eu beaucoup de courage parce qu'ils ont dû affronter, quand même affronter au départ ces résistances culturelles. Il fallait accepter que les champs de blé présentent un peu de chardon, du vulpe. Le but de cet essai, c'est de pouvoir démontrer qu'on peut faire des cultures de type industriel en bio sur des surfaces assez conséquentes, parce qu'ici nous avons une plantation de 20 hectares qui va normalement nous produire dans les 250 tonnes de haricots verts et qui de ce fait va pouvoir alimenter en partie d'ailleurs la restauration collective. Moi je suis passé en agriculture biologique à la suite de problèmes de santé, puisque je faisais des allergies phénoménales aux produits toxiques, enfin aux produits chimiques. Mais j'étais vraiment malade, pire qu'asthmatique, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Ce qui fait qu'en 1999, j'ai basculé en bio sur 300 hectares. On est contraint en agriculture biologique de faire uniquement avec les éléments naturels. Donc on connaît bien son sol et tout, et on dit toujours dans l'agriculture biologique, et le plus sûr moyen de remettre l'homme au milieu de la nature. Et c'est vraiment extraordinaire. Et vous avez un sentiment d'accomplissement. Vous dites, sans intrants extérieurs, sans engrais de synthèse, sans produits phytosanitaires, vous arrivez à produire. J'en avais marre des recettes de cuisine en conventionnel, parce qu'on avait des techniciens qui passaient, puis qui... vous faisiez une ordonnance quasiment, et puis avec ça vous faisiez pousser votre ferme. En bio, c'est pas le cas. En bio, il faut vraiment être passionné, il faut être beaucoup plus attentif. L'agriculture biologique est une agriculture durable, parce qu'on raisonne les interventions, les cultures sur 9-10 ans. Il y a des années où on gagne mieux notre vie qu'en conventionnel, mais il y a aussi des années où c'est le contraire. L'avantage de l'agriculture biologique, c'est que les cours sont plus stables. La niche du bio progresse toujours de 20 à 30% par an malgré la crise, donc il y a vraiment une grosse demande sociétale. Il y a, vous savez, deux types d'agriculteurs qui tentent la conversion au bio. Vous avez vraiment l'agriculteur qui est en rejet de l'agriculture productive et chimique, qui dit, moi, de toute manière, je ne toucherai pas à ces produits chimiques, donc de toute manière, je convertis la totalité. Après, vous avez un autre profil, un peu comme moi, peut-être un peu plus timoré et un peu plus, peut-être un peu plus raisonnable. On se dit, finalement, on va tenter techniquement l'aventure de l'agriculture biologique, donc généralement, on met un tiers, la moitié. On se teste, on voit ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, parce qu'au départ, on essuie forcément des échecs. C'est l'échec qui permet de progresser dans l'agriculture. Et donc techniquement, on se fait la main et on se rassure. Et on ne va pas dire que l'agriculture biologique, si vous respectez les principes, c'est facile, mais on sort de très bons résultats, on se surprend, et c'est la raison pour laquelle j'ai converti tout de suite le deuxième tiers. Et l'objectif, dans 3 ans, on finira de convertir la totalité de l'exploitation. Quand on est habitué à la culture, je dirais, du 100% réussite en conventionnel, il faut accepter, en passant en bio, à se contenter de 80-90% de réussite. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment y être très préparé. En bio, nous sommes, à un moment ou à un autre, il y a forcément des interventions manuelles. Donc on embauche des saisonniers agricoles, surtout l'été. Le fait d'embaucher des saisonniers crée du lien social. C'est très drôle. Donc on travaille surtout avec des étudiants locaux. Ça leur permet aussi de découvrir leur campagne. C'est vrai que c'est quand même une expérience, étant donné qu'on est dans les champs. C'est dur physiquement, mais au final on rigole plutôt bien. Et puis c'est sympa de savoir que ce qu'on va faire, c'est utile. Si vous faites des légumes de plein champ, comme les haricots qu'on vient de voir, il faut quand même les irriguer pour éviter les fils. Donc on a entre 1 à 3 passages d'eau. Là ici, vous avez une petite mare avec un collecteur de drains. Il nous est venu l'idée de créer ce bassin collinaire pour récupérer les eaux hivernales. Peut-être il faut retrouver des nouveaux critères, notamment peut-être que le bon agriculteur, c'est celui qui préserve son sol, qui préserve l'environnement en général, l'eau, l'air. Et là, il faut changer les critères.
je sème de l'avoine. L'avoine blanche, en tant que céréale. Et je remets du trèfle blanc nain qu'il y avait déjà et du trèfle d'Alexandrie pour réinstaller justement le couvert. Étant donné que j'ai restructuré la parcelle, je veux voir l'année prochaine ce qui va se passer et si tout va bien, après je vais tenter le semis direct sur le couvert vivant. Donc le trèfle, il est désherbant au départ et ensuite il est engrais. Il fait tout. Mais ça veut dire que plus tard, donc, on peut semer dans du trèfle comme ça? Bien sûr, oui. Bien sûr, j'ai fait un petit bout, j'ai fait un petit essai sur 1 mètre. Jusque-là, je suis très surpris dans le bon sens. Hein. Quand on est dans l'expérimentation comme ça, on va dans le champ. Il faut toujours, de toute façon, dans ce système-là, en non-labour, il faut toujours avoir un outil, une bêche ou quelque chose pour voir l'état du dessous. Si l'état du sous-sol, la structure est très bonne en dessous, que ça rentre sans difficulté, il n'y a pas besoin d'intervenir. Un simple léger scalpage ou un semis direct, si on a un bon couvert qui nettoie, suffit. Donc je laisse tout ça tel que c'est là. Je laisse la biodiversité. Donc moi j'ai semé en plus un couvert dedans qui est de l'avoine là. L'avoine, j'ai mis de la veste, c'est pareil, les couverts, c'est comme les cultures, c'est multi-espèces. Voilà. Ici, on a que je cherche. Et là, voilà. Ici, on a une repousse du pois fourragé qui était dans la culture. Ça, c'est la culture commerciale avec de l'orge au printemps, donc ça, c'est une repousse. Là, j'ai mis un petit peu de lin. Et quand on regarde bien, le raie gras, il est là, mais il est vraiment chétif. Hein. Et en plus, on a un précédent légumineuse, pois, donc il devrait pomper l'azote. La preuve que non. Et là, on voit bien les rangs d'avoine qui ont été semés. Donc tout ça, maintenant, mon système va reposer sur couvert permanent, ne plus déchaumer, ne plus rien faire, travailler le sol au moment opportun, comme je fais là. Ça fait partie du système. Et développer les couverts vivants permanents, style trèfle blanc nain, pour pouvoir travailler en direct, le semis direct pur et dur. Et il y a des choses qui sont très intéressantes à développer là-dessus. Voilà, donc l'objectif, c'est le minimum de passage. Et que la nature travaille le maximum pour moi. Parce qu'un ver de terre n'a jamais été soumis aux 35 heures. Eh bien, entre la première rencontre avec un amapien en 2002, je me souviens, et maintenant la première signature en agriculture biologique en 2009, c'est passé 7 ans. Et donc je ne vous cache pas qu'au début on était quand même très dubitatif. Et donc voilà, il nous a fallu du temps pour mûrir ce projet, pour comprendre de l'intérieur que c'était vraiment possible. Pour, comment dirais-je, pallier à notre ignorance, hein, à notre incompétence dans cette matière, et pour se rendre compte que c'est tout à fait possible de faire de l'agriculture biologique. Le problème numéro 1 d'un agriculteur conventionnel qui ne souhaite pas ou qui a peut-être peur de passer en agriculture biologique, c'est précisément l'ignorance, hein, c'est la non-connaissance de ce domaine-là. La famille, bien évidemment, s'est inquiétée. Hein, qui ne s'inquiéterait pas d'un passage d'une agriculture de type conventionnel à une agriculture biologique. C'est évident qu'on entend effectivement dans nos oreilles, à droite, à gauche, mais c'est impossible, mais c'est un peu utopique, mais c'est où vous allez, il n'y aura pas assez de rendement, etc. C'est vrai et c'est faux. Parce qu'en face, évidemment, nous avons des intervenants commerciaux qui nous proposent évidemment des prix en agriculture biologique qui sont plus intéressants qu'en agriculture conventionnelle. Ce sont des restaurations collectives,
Ce sont des espèces de petites plateformes biologiques qui ont été créées il n'y a pas très longtemps, en l'occurrence Ferme Bio Île-de-France, qui nous permettent d'écoler notre production. Ce sont des mandataires bio à Rungis. Ces mandataires qui, en l'occurrence, nous ont permis, dans notre phase de conversion en agriculture biologique, de nous soutenir. Parce que c'est vrai que ces 3 années de conversion sont des années, je ne vais pas dire difficiles, mais voilà, un peu inquiétantes, parce que vous ne savez pas trop où vous allez, vous n'avez pas forcément des prix qui sont dans la mesure de vos espérances. On est un peu fragile à tous les niveaux, que ce soit technique parce que c'est quelque chose qui est nouveau et il faut qu'on se forme toujours en continu, qu'on rencontre des gens et c'est vrai que le relationnel avec d'autres producteurs biologiques est très important. Le GAB nous soutient beaucoup dans les rencontres, dans les relations avec les autres agriculteurs. Ça, c'est effectivement un grand vecteur du GAB, c'est de rencontrer d'autres producteurs. Comment dirais-je, on se donne des infos, on dit comment tu fais, ah toi tu fais comme ça, etc. Et puis il y a des nouvelles données. Et puis l'agriculture biologique aujourd'hui, c'est un vaste domaine qui comprend vraiment différentes méthodes de lutte naturelle contre les maladies et les ravageurs. Ça nous permet de se resituer, de voir que les problèmes que l'on a, on n'est malheureusement pas les seuls à les avoir. Bon, nos succès aussi, on a des succès, on n'a pas que des problèmes non plus. Ça fait 45 ans que je me suis installé, et tous les jours je suis un débutant. Le fait de rencontrer d'autres agriculteurs qui nous montrent que c'est possible, que financièrement ça peut passer. On donne mais on reçoit aussi de toute façon, donc c'est comme tout échange. Je vais dormir, je vais réfléchir et puis on verra demain. Sinon, oui, non, c'est très intéressant, c'est des journées vraiment très intéressantes. Mais il faut étudier encore l'affaire. Mais c'est d'abord, en amont, travailler le sol. C'est ça, la matrice, c'est vraiment le sol. C'est ça qui détermine si votre verger va être sain ou va être porteur de maladies. Le sol est vraiment... vous avez un sol équilibré, un sol qui est en bonne santé, vous aurez en général moins de problèmes de maladies ou de ravageurs. Je suis venu ici dans l'exposition de M. Sargent pour découvrir notre façon de travailler. Ensuite pour voir autre chose. Pour sortir du conventionnel, le conventionnel c'est sympa, on travaille, on sème, on traite et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Et le fait de venir ici, je pense qu'on a vu le SMIC direct. 8 semaines ici, c'est trop court pour bien voir comment ça fonctionne, mais je pense que travailler en association de culture aussi, déjà c'est une découverte pour moi, parce que chez nous on n'en fait pas. Et je connais personne qui en fait dans les alentours. Pour découvrir aussi, je pense, une nouvelle façon de travailler, quelque chose de nouveau. Et qui sera peut-être un jour l'avenir. Je vais aller chercher la bêche, je vais essayer de voir les racines. Et là, on a fait de la févrole d'hiver Irena, précédent sarrasin, associé avec du blé d'hiver, qui est là. Du blé d'hiver, de façon à faire qu'il y ait une synergie entre racines. Vous voyez là les racines du blé, tu vois. Et ils sont enchevêtrés dans celles de la févrole à cette heure-ci. Tout ça, c'est un ensemble. Quand je vois ce qui se passe cette année, quand on voit la couleur du blé, qui est pratiquement aussi noire, aussi verte qu'un blé qui a reçu, qu'un blé conventionnel qui a reçu des quantités importantes d'engrais, sachant que là, en tout et pour tout, il y a 200 litres de vinasse. Il y a 230 kg/hectare de vinasse qui représente 7-8 unités d'azote dans la ligne de semis. C'est tout ce qu'il y a eu en localisé. Et voilà l'état du blé. Et voilà. Bon, c'est dommage, j'ai pas eu toutes les racines parce qu'il fait sec, mais voilà une févrole. Voilà. Dans ces cas-là d'association, à un moment donné, il va y avoir une décision qui va se faire. C'est pas moi qui va la prendre, c'est la nature qui va le faire. Elle va me donner soit plus de blé, soit plus de févrole. Voilà, il y a toujours une récolte qui va sortir. Et aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le régras, lui, il gêne pas. Voilà du régras qui a été scalpé au mois de fin novembre, qui a subi l'hiver pourri. Et voilà au stade où il en est. Quand on voit la tête qu'il a, lui, il n'est pas gênant, lui.
Et en fin de compte, il sert aussi de couvert permanent entre les lignes de semis. Alors, Le fruit du régras va être vendu. Cet échantillon-là est pris à la sortie de la moissonneuse. Pour l'instant, il n'y a eu aucune intervention de nettoyage. Donc, première étape, on va sortir les pois. Deuxième étape, on sort les céréales et tout en les triant de façon à avoir les adventices d'un côté et les céréales de l'autre. Ici sort le grain trié pour vendre. Donc tu vois comme il est propre. Hein. Là, il sort les grosses graines. Par exemple, là, il y a une graine de févrole qui était dedans, donc elle est sortie là. Là, ici, il y a une graine de vesse, la balle, les morceaux d'épi mal battus, des graines d'herbe qui sont aspirées par la ventilation. Ici, il sort le petit grain cassé, le petit blé, les petites graines d'herbe. Les graines cassées de la céréale, les différentes graines d'herbe ici, voilà. Et tout ça, c'est valorisé parce que je suis en bio. Moi, j'avais toujours pensé que je finirais pas dans les bureaux, mais voilà. Et donc après, j'avais réfléchi à quelque chose qui me semblait plus utile dans ma vie, et qui puisse aussi servir plus aux autres, en fait, qui me satisfasse moi. Et des clients, donc là en l'occurrence ce sera des clients. Après on se pose des questions au bout d'un certain nombre d'années dans ce qu'on a fait, est-ce que ça nous plaît vraiment? Et donc après je me suis dit non, enfin, maintenant que j'avais vraiment envie de changer, de prendre l'air et d'avoir à faire vraiment quelque chose de concret en fait aussi. La couveuse, c'est pour vous, c'est l'assurance de réussir? Oui, je pense que c'est une très bonne expérience qui était tout à fait nécessaire pour moi, en tout cas. On a une assurance aussi du fait qu'on a déjà un réseau derrière nous. Et aussi, là, en fait, j'ai déjà donc un groupe d'Amapiens. Et je pourrais le conserver donc dans ma future activité. Donc c'est un plus déjà très, très important pour pouvoir justement réussir dans cette activité en fait. C'est compliqué le foncier? Oui, ouais, c'est compliqué. Ouais. Bah, quand on n'est pas du milieu, c'est vrai que c'est plus compliqué en fait. Ouais. C'est pour ça aussi que le réseau, ça nous permet aussi d'avoir des contacts en fait. J'arrive quasiment à faire un peu comme les hommes, quoi. Voilà. Donc après, parfois, il faut trouver d'autres astuces peut-être pour que ça soit moins dur pour moi. Et voilà. Mais bon, je vois que c'est possible, quoi. Je peux y arriver. Voilà. Tant qu'un homme, quoi. Vous serez tutrice? Pourquoi pas, quand j'aurai plus d'expérience. Alors, il faut vraiment beaucoup d'expérience, je pense, parce que ceux qui viennent vous aider, vos tuteurs ont 20 ans derrière eux ou... Oh oui. Jean-Louis Collin, notre tuteur, ouais, je pense qu'il a fait toute sa vie ici. Donc, avant, il n'était pas en bio, mais il avait déjà toute l'expérience, au moins, du travail du sol, de la terre. Et ça, à chaque fois qu'on entend des maraîchers, ils nous disent qu'il faut au moins 10 ans pour connaître sa terre. Donc voilà, c'est un parcours, il faut faire des tests. Et je crois que c'est un métier qui permet de se tester en permanence. Et donc c'est aussi ça qui est enrichissant. On apprend tous les jours, on découvre. Voilà. Et puis le climat aussi. C'est jamais le même, donc il faut s'adapter. Et donc voilà, c'est enrichissant aussi par rapport à ça. Là,
on est en train de chercher tous. On est tous, il y a pas mal de bio qui sont dans cette optique-là. Comment faire du semi-direct en bio, pur et dur, avec des couverts vivants. Donc, mais la question, c'est qu'on n'a pas de glyphosate, nous, on n'a rien. Donc ça, il faut qu'on réfléchisse à apprendre comment gérer ça mécaniquement, et tout en travaillant le moins possible le sol. On part dans un système, mais c'est l'inconnu total, le semi-direct sous couvert en bio. En conventionnel, ils savent faire avec le glyphosate. Ça, c'est pas un souci, hein. Ça se pratique, ça. Mais il y a le désherbant total qui est là. Nous, ça, c'est une chose je ne veux plus entendre parler. Et donc maintenant, il faut qu'on réfléchisse comment le gérer. Est-ce qu'il faut qu'on le scalpe juste un petit coup avant? Est-ce que le fait de faire ça suffit? C'est la réponse, je la saurai au mois de juin, juillet. Hein. Non, mais des gros comme ça, en fait, c'est assez rare dans le sens où moins on bouleverse leur environnement et en général, plus on a de population adulte. Bon, le sol, on disait le sol, apparemment on est couvert, mais je ne m'étais jamais posé la question d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Donc le fait que cet ingénieur soit là, eh bien, ça va nous apporter beaucoup et nous faire comprendre le fonctionnement. Moi, j'avais commencé à travailler sur l'analyse biologique, me rendant compte que chaque fois que nous venions en fait interférer le sol, soit par l'utilisation des produits phytosanitaires, soit par le travail du sol, eh bien, on venait justement contrecarrer une dynamique microbienne ou aussi faunale, c'est-à-dire avec des animaux, des micro-organismes arthropodes, qui sont responsables en fait de ce qu'on appelle aussi quelque part la minéralisation, dans le sens où la minéralisation, c'est ni plus ni moins du transfert ou de la prédation à travers différents organismes qui, par leur sécrétion, exudat, arrivent en fait à approfondir le sol, à le dynamiser, c'est-à-dire que plutôt que de se cloisonner sur l'horizon travaillé, eh bien, au fur et à mesure, on va réussir à approfondir notre sol par l'intermédiaire aussi des vers de terre qui vont explorer plus en profondeur, amener de l'eau, amener de l'air. Et puis toutes ces interactions qui forment le réseau trophique du sol sont moi mon élément de travail à l'origine. L'intérêt, c'est déjà de comprendre le sol et de comprendre les choses qui ne fonctionnent pas. C'est surtout ça. Parce que si on a un sol qui fonctionne, la suite fonctionne. On est quasiment toujours sur la même espèce. Donc au vu de la diversité qui est relativement faible, tu peux largement accentuer la diversité de matières organiques et de ressources que tu pourras offrir à tes individus, quoi. Prendre en compte l'interface sol, plante, culture, dans le sens où il faut que nous, en tant que techniciens, on appuie justement les agriculteurs qui aujourd'hui manquent de conseils, manquent d'appui technique sur des choses comme ça, qui demandent tout un travail de fond, soit en agronomie, soit en écologie, soit en biologie, soit en physiologie aussi, et écologie au sens général. T'as pas d'attaque de pucerons sur tes févroles? Ah ouais, mais c'est des févroles spécifiques chez nous. Répulsif puceron. Répulsif puceron, purin d'ortie. Moi j'essaye de voir justement du côté de ce qui est naturel, des purins notamment, si on ne peut pas avoir des bénéfices au-delà de ce qu'on imagine, c'est-à-dire au-delà du simple fait d'utiliser aussi des engrais, voir comment les sols vont répondre face à l'utilisation des purins. Et là ce qui est intéressant chez Henri, c'est de voir justement qu'il a fait des essais, étant donné qu'il a fait des essais sur la dégradation des pailles, eh bien c'est de voir l'effet aussi des purins d'ortie en l'occurrence sur la dégradation des pailles par tout ce que ça va pouvoir entraîner dans le sol et de voir comment justement par l'application on va avoir une meilleure digestion, donc une meilleure disponibilité un peu plus instantanée en éléments minéraux et voir si justement en agriculture biologique ça pourrait nous permettre de dégrader plus vite, donc d'installer éventuellement plus vite une culture ou voilà, après ça offre plein de possibilités en fait de réflexion et de travail, comme quoi on en est juste au début, quoi. J'en avais entendu parler, lors des journées bases et tout ça, il y avait des intervenants qui nous parlaient du sol. Mais c'est vrai que c'était assez complexe, c'était pas... Et c'était un sujet que je m'étais pas trop... je suivais, j'écoutais, je m'y intéressais à tout ça. Mais moi je pensais beaucoup que les couverts végétaux,
C'était eux seuls qui étaient le moteur de tout ça. Mais le monde scientifique, c'est une chose, le monde agricole, c'est autre chose. Et malheureusement, entre les deux, on n'a pas vraiment de communication, de vulgarisation ou de résultats même de travail mené sur lesquels vraiment on peut communiquer auprès des agriculteurs parce que ça leur apporterait des bénéfices. Si c'est bien structuré, qu'il y a de la matière organique, des bons couverts et toute la faune qui nous a montré ce matin, avec des noms scientifiques que je ne suis pas capable de reprendre, mais toutes les micro-organismes qu'il y a, le sol après va répondre et lui va redonner du rendement, il va redonner de la récolte. J'espère qu'on ira davantage vers un respect du sol en biologie, enfin en agriculture biologique, parce que malheureusement, moi, les observations que j'ai pu faire, en tout cas, montrent clairement que dans un système labour, binage, RC-tri, où malheureusement on a tendance à beaucoup trop attaquer le sol, en fin de compte, on ne laisse pas suffisamment de temps à certaines populations de se remettre en route. Et du coup, on interfère pratiquement à chaque passage ces populations, ce qui est dommage dans le sens où du coup on ne peut pas atteindre un écosystème vraiment tel qu'on devrait le connaître, puisqu'aujourd'hui il est même pratiquement difficile, voire impossible, de savoir quels sont les écosystèmes les plus, au niveau du sol, les plus complexes, les plus vivants, les plus diversifiés, et voilà. Faut que tu relances l'activité biologique, hein. À mon avis, les vers de terre, ils vont faire que augmenter, hein. La spécificité, c'est qu'on allie le système cultural de céréales sur un système prairial. Système prairial, c'est-à-dire qu'on sème des céréales dans des légumineuses vivantes, des trèfles ou des luzernes, qu'une fois récoltés en moisson, les grains de blé par exemple, libèrent des prairies d'été pour la pâture des vaches, même pour faire des foins entre deux, des ballots. Ensuite, on a le système de pâturage tournant pour les bovins pour le reste de l'année. Tous les jours, on concentre un grand nombre d'animaux sur une petite parcelle pendant 24 heures. Et ce qui permet à l'herbe d'avoir aux animaux de l'herbe fraîche tous les jours de l'année et permet aussi à l'herbe de se régénérer très très vite. On a le système aussi de vente directe, de commercialisation des animaux, les chèvres pour le fromage et les vaches pour la viande et la génétique. Et le quatrième débouché, les sapins de Noël, qui nous occupent quand toute la grosse commercialisation de l'année est finie, c'est-à-dire les mois d'hiver, où on coupe du sapin de Noël sur la ferme. Et évidemment, ces 4 activités, ce sont des activités qui se déroulent en agriculture biologique. Alors à ça, on est en train de greffer la biodynamie, c'est un complément de l'agriculture biologique qui est basé sur un système de pulvérisation des champs à l'aide d'eau de pluie dynamisée dans des dynamiseurs dans laquelle on a incorporé des préparations biodynamiques. On est en train aussi de greffer la partie agroforestière, c'est-à-dire planter des arbres en ligne dans les champs, dans les cultures ou dans les pâtures. On revient à la fertilité naturelle qui était à la base amenée par les arbres, par les haies, par les apports foliaires, par les remontées hydriques, par le confort des animaux à l'ombre d'un arbre, par les bouts de bois qui se dégradent avec les champignons naturels des champs. On a amené comme ça de l'humus. C'est surtout les chèvres qui nous ont convertis. Enfin, pour ma part, c'est les animaux qui m'ont ouvert l'esprit, hein. On comprend beaucoup plus vite d'un animal vivant, chaud, parce que les réactions biologiques, elles sont immédiates, hein. On donne à manger, le lendemain ça ne va pas, alors qu'un sol, on lui donne à manger et c'est 10 ans après que ça ne va pas. On est toujours finalement en conversion, il faut une dizaine d'années pour refaire des terrains. On est en bio évidemment d'un point de vue réglementaire, mais on est toujours à la recherche d'un sol qui marche. Ce qu'on cherche déjà, c'est à gagner notre argent, à dégager une marge.
Et la marge, comme on a un faible rendement, on l'a par un prix supérieur et une qualité supérieure, et surtout une maîtrise de la vente, de par la vente directe. Donc manger sain, savoir ce qu'on mange, manger moins de viande mais de la bonne, on ne fait juste que répondre à la demande du client finalement. Non, ils se font abattre dans le secteur, vendus, consommés dans le secteur. Mais il n'y a pas de recette, elle évolue toute l'année, le sol évolue avec, les plantes avec. On est en permanente adaptation à l'optimum de ce qu'on peut faire et nous donner, la végétation peut nous donner. La pulvérisation en bio, c'est pour fortifier les plantes avec d'autres plantes. Ce sont les produits d'origine naturelle, c'est-à-dire ortie, prêle, consoude. Donc le pulvé sert uniquement pour pulvériser ces choses-là, mais en aucun cas je remettrai un bidon de pesticides dedans. Ça, je rassure tout le monde. Ce n'est pas une réaction comme un fongicide qu'on utilise dans le conventionnel, qui fait du curatif ou du préventif. Là, c'est rendre les plantes naturelles, saines, pour qu'elles soient capables de se défendre elles-mêmes contre toutes les agressions qu'elles peuvent trouver dans le sol, dans la vie, dans la nature. Comment j'ai rencontré Henri? J'ai rencontré des gens tout près de chez moi à Cholet qui ont un peu le même type de travail des sols, donc ils font du semis direct et sans labour. Et puis qui un jour m'ont dit tiens, on va voir un monsieur qui est beaucoup en avance par rapport à ce que nous on fait. Et depuis septembre 2013, on a travaillé nous de notre côté, lui du sien, pour faire de l'enrobage de semences. C'est de la biotechnologie agronomique qu'on remet en place. Pour moi, on ne réinvente rien. On reprend ce que nos ancêtres ont fait il y a 70-80 ans. La seule chose, c'est qu'on met les techniques modernes pour aller plus loin, pour arriver à sortir des volumes, pour arriver à sortir des choses qui tiennent la route, mais un peu sur le dos qu'on n'est pas capable de nourrir l'humanité. Ça, c'est le point partout. Donc si on veut prouver qu'on est capable de produire propre, faire de la bio, et qu'on est capable de produire pour nourrir aussi les gens, parce que ça, je pense que c'est aussi une attente des consommateurs, au niveau de la nourriture, et je crois qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées, il y a beaucoup de problèmes liés à tout ça. Il faut qu'on mette de la technologie en face, il faut qu'on mette de l'argent aussi. Si on avait autant d'argent dans la recherche dans notre système qu'il y a eu dans l'autre système, on serait peut-être pas un peu en arrière, c'est pas de l'arriéré, mais c'est-à-dire que, un décalage de production comme ça l'est à l'heure actuelle. Le contact humain, en fait, il n'y a rien de mieux que d'être ici, marcher les champs, les voir de visu. C'est vrai qu'on pourrait faire ça via Skype ou d'autres outils modernes. En fait, ces outils modernes-là, on s'en sert. On s'en sert réellement parce qu'on est ici à cause des outils modernes. Il n'y a pas d'antinomie entre la technologie et le savoir-faire, mais les connaissances au sol. On connaît 0,5 % de la vitalité d'un sol, de la biologie, de son fonctionnement, de sa complexité. Puis je suis généreux avec le 0,5 %. Et donc, cette espèce de réseautage-là qu'on fait avec le Pierre, l'ingénieux que Jean-Claude aime appeler, chacun a sa passion. Chacun est mené par quelque chose, puis quand on assemble ça, ça fait comme l'espèce de casse-tête que personne n'est capable de résoudre seul dans son coin. Donc, les échanges, et tant mieux s'il y a une continuité à ces échanges-là qu'on fait aujourd'hui, parce que c'est avec ça qu'on va avancer. Et si on réussit à fabriquer 1 % de nos connaissances, eh bien, on prend le dossier, on le transfère à la génération suivante. C'est ça qu'il faut faire. 300 km, pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'agriculteurs en France, en agriculture biologique, qui pratiquent le TCS.
Et Henri est apparemment très performant dans cette méthode et ça se justifie par l'utilisation, enfin par la fertilisation localisée. Moi-même, je commence à transformer mon exploitation. Je suis en train de passer du semi-direct sous couvert à l'agriculture biologique. Je pratique déjà la fertilisation localisée, mais je voulais savoir comment adapter ma méthode conventionnelle à la méthode biologique. La solution, elle ne vient pas d'une chose, elle vient d'une multitude d'ingrédients qui fait que, en connaissant le sol, en connaissant cet organisme-là, quand on introduit des nouveaux produits ou des nouvelles techniques, bien, ça réagit, ça répond. Je voulais voir comment Henri avait réussi à intégrer à la fois le TCS, l'enchaînement des cultures, les cultures multiples associées et la fertilisation localisée. Non, mais il y a 5 générations, est-ce que c'était comme ça? À 5 générations, il n'y avait pas de... Il y avait du blé? Il y avait du blé. Et mais il devait y avoir de l'herbe dans le blé? Oui, mais il passait les herses. Il passait du blé qui était haut comme ça, il passait l'herse, il faisait des jachères, il y avait la luzerne aussi, qui fait partie pour alimenter les animaux, parce qu'ici, à la maison, il y avait une bergerie, il y avait les vaches, oui, OK. Il y avait tout. Et ce qui nous manque, nous, dans le maillon final aujourd'hui, polyculture élevage, c'est l'élevage. C'est pour ça que je m'y intéresse à cette question aussi. Comment réintroduire une forme d'élevage sans être contraint du week-end. Voilà, faut trouver le... Je m'y intéresse, je réfléchis. Établir un jeune, je ne sais pas comment ça fonctionne ici, établir une relève qui, lui, aurait le troupeau et vous les champs, non? C'est pas... je sais pas, parce que je sais pas comment... il y en a des pistes, il y a de la réflexion dans nos groupes bio sur ce sujet-là. Pour l'instant, on ne fait que des réflexions. Ouais. Mais l'idée fait son chemin. Chaque agriculteur modélise à sa façon. Les conditions géoclimatiques qu'il y a chez moi sont complètement différentes d'ici. Il y a 60 cm de neige en ce moment et je trouve ça tellement passionnant de voir des champs comme qu'on voit à l'arrière parce que ces champs-là sont pleins de solutions, des solutions qu'on cherche. Puis éventuellement, si on communique ensemble, peut-être qu'on va emmener un brin de solution à des gens d'ici. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Il ne faut pas négliger aucune information. C'est rassurant, ça permet de comprendre ce qu'on peut appliquer chez nous, ce qu'il faut éventuellement changer pour que ce soit applicable chez nous. Mais c'est quoi la mentalité des autres gens? Pourquoi là-bas, ils sont en train de préparer le terrain dans des conditions comme ça? N'importe quoi. Non, mais ils n'ont pas compris. Le problème, c'est que personne n'a compris que la conservation des sols, que le sol, c'est le pilier de tout. C'est les jeunes qui s'installent, qui prennent conscience. Puis le problème qu'il y a aussi, c'est que pour en arriver là, à avoir des choses comme ça, il y a eu aussi des échecs, il faut le reconnaître. Oui. C'est pas arrivé, et là aujourd'hui, maintenant, moi tout est parti. Cette année, sur 80, presque entre 80 et 90 hectares de semis d'automne, je n'ai rien à ressemer. Tout est nickel cette année. Mais ça ne s'est pas fait sans rien. On se dit que si lui a trouvé des solutions, même si on n'est pas dans le même contexte pédoclimatique, on doit forcément avoir des liens avec sa méthode. Il y a certainement beaucoup de choses à apprendre chez lui et à appliquer chez nous. Il faut faire tomber les paradigmes qu'on avait, les anciens paradigmes, en fait, des idées toutes préconçues, toutes mâchées d'avance. C'est ça, c'est le plus grand défi, je pense. Pour moi, le bio, c'est un ensemble. La définition du mot bio, je dirais le bio holistique, c'est le bio global. C'est-à-dire que on respecte l'environnement, les paysages, on est en autonomie, on a un bilan carbone exceptionnel. Moi, je suis en autoconsommation. Je produis tous les aliments de mes animaux. Et mes animaux produisent tout mon engrais, toute ma vie du sol. Donc, je n'ai pas besoin d'aller transporter des choses à Pétaouchnok. Mon bilan carbone, il est excellent. On fait une expérience ici avec l'Institut de recherche d'agriculture biologique pour l'Europe, qui est soutenu par la Fondation de France, et où on montre que les animaux, ce n'est pas que de la production viande et lait, c'est aussi de la production de fumier. Et c'est ce fumier qui amène la vie dans le sol, et c'est cette vie du sol qui amène la qualité alimentaire, la qualité nutritionnelle, des aliments pour les animaux et des aliments pour les humains.
Moi, je me suis installé en 1993, mais j'ai toujours travaillé sur l'exploitation. Et donc, j'ai repris l'exploitation de mes parents. On avait un bon prix du lait à l'époque parce qu'on avait du brie de Meaux et du brie de Melun. Et puis qu'on avait une relation avec nos petits industriels qui était bonne, qui était humaine, avec un rapport, non pas un rapport de force, mais un rapport équilibré. Et puis en 97, ce rapport s'est complètement déséquilibré. Mais le prix de départ, on avait un lait qui devenait plus rentable, on avait un coût de production qui était supérieur au prix de vente. Donc conversion en bio 2009 et avec un débouché céréales, culture, pas de problème. Par contre, le lait, je savais que je n'avais pas de débouché. Biolait, qui est un collecteur, une coopérative de collecte du lait, ne peut pas venir en Seine-et-Marne, en Île-de-France, parce qu'il y a trop de kilomètres pour trop peu d'éleveurs. La région qui a aidé le GAB dans l'étude d'une filière lait, d'un débouché lait vers la restauration collective et vers les grands magasins Biocoop, etc., c'est une bonne opportunité pour moi. Alors on démarre et je suis content parce que le lait il n'est pas payé 34 centimes. Quand le GAB, le Groupement d'agriculteurs bio Île-de-France, cherchait un atelier de fabrication yaourt, on a tout de suite répondu oui, parce qu'en fait, faire un produit bio local, ça peut que tirer vers le haut la qualité de nos produits. Ça rentre parfaitement dans ce qu'on recherche. L'avantage, c'est qu'on n'est pas très loin et on a une vitesse de réaction qui est une vitesse éclair. C'est-à-dire que tout peut se passer en une journée. On peut avoir une commande, une fabrication et expédier le lendemain. C'est par les enfants qu'on fera évoluer le mode de consommation, les habitudes de consommation et l'envie de la consommation. Parce qu'ils vont prendre conscience de cette différence de goût et de cette notion de qualité. Aujourd'hui, le débouché pour les céréales, en bio, il existe. Donc après, pour les légumes, le GAB est en train de monter quelque chose. Donc il va exister. Parce que c'est vrai que faire tout seul, c'est difficile. Donc il faut quand même une structure. Si on a une structure collective qui nous aide aussi à trouver les marchés, parce qu'on aura plus de volume à débiter, c'est le top. Et là, on peut revenir à ce qu'il y avait dans le temps, où chaque agriculteur a des animaux et de la culture. Et à ce moment-là, on retrouve plus de fermes avec un équilibre agronomique, environnemental. On retrouve des paysans, on retrouve la paysannerie dans nos campagnes. Donc là, ce qui s'est passé, moi j'ai semé ça de la veste en engrais vert en direct après la récolte en août avec de l'avoine, donc un mélange biomax, c'est-à-dire crucifères aussi, il y a quelques crucifères mais ils n'ont pas très bien... Bah si, tiens. Il suffit de demander. Radis. Un bon radis, tiens. Moutarde, voilà le mélange. Il y a aussi, bon je sais plus trop ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas levé, mais ça quand on fait du biomax, tout ne lève pas parce que c'est la nature qui décide. Donc moi j'ai semé ça en direct après au mois d'août. Et ça, ce sont les pois fourragers Assas que j'avais en récolte commerciale en 2013. Donc, et ces pois-là qu'on voit qui sont extrêmement jolis, c'est ce qui a repoussé dans le champ des résidus de récolte et c'est reparti aussi certainement sur des pieds. Je ne sais pas trop comment c'est arrivé comme ça, mais toujours est-il que si j'avais su ça plus tôt, mon sarrasin, je l'aurais fait à un autre endroit de la ferme et j'aurais gardé cette parcelle-là telle qu'elle est là pour faire une récolte très tôt et ressemer à dérober derrière. Parce que là, j'ai une récolte de pois, vesses, tout ce qui était semé en couvert pouvait être récoltable.
Les abeilles, dans le sarrasin, les abeilles sont primordiales pour la fécondation. C'est la clé de la réussite du sarrasin. Plus que... Oui, parce que le sarrasin ne s'auto-féconde pas tout seul. Il faut, pour cette culture-là, il faut des insectes auxiliaires, parce que sinon, s'il n'y a pas d'insectes, pas de pollinisation, pas de graines. Pour moi, moi, dans les objectifs qu'on avait quand on a créé ce projet, c'était vivre autrement, vivre en adéquation avec ses idées. C'était aussi recréer du lien, c'était nourrir sainement des personnes, c'était créer son job, c'était vivre de son travail, et en plus vivre du travail de la terre. Et il y a une autre dimension qu'on n'avait pas du tout avec mon épouse imaginée, c'est la dimension qu'on a vécue aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les rencontres, c'est les partages, c'est la transmission d'expériences que l'on peut faire auprès des stagiaires qui viennent, c'est tous ces moments de richesse humaine qui font que ce métier-là, il devient passionnant. Et tu ne te retrouves pas seul dans ton coin, c'est ça qui est important. 80 maraîchers bio autour de Paris pour une population de 11 à 12 millions d'habitants. Et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de retrouver du lien avec les producteurs, ils ont besoin aussi de retrouver de l'authenticité. Et moi, la MAP, en effet, c'était vraiment l'occasion de dire on change de façon de comment. C'était un petit peu un pied de nez à cette société de consommation à outrance où on est considéré comme des pousseurs de caddie et puis basta, quoi. Et on ne te regarde que comme ça. Quand on a commencé à s'installer, ce que je voulais, c'était pouvoir travailler sur une surface relativement réduite, c'est-à-dire 1 hectare. Pour plusieurs raisons. C'est on peut facilement plus s'occuper des planches et des cultures si on fait juste ce que l'on a besoin et pas trop. Parce qu'on est vite débordé par le temps et que pour ça, il faut qu'on se spécialise vraiment sur des quantités idéales pour pouvoir fournir nos paniers. Et puis ce qu'il faut, c'est se fixer sur une diversité et être toujours avec des cultures. Moi, je vois la serre, elle est pleine du 1er janvier au 31 décembre. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne en fait. Ça répond à pas mal de besoins. Les gens ont de plus en plus envie de goûter aux légumes bio et surtout frais, qui ont beaucoup de saveur. Ils signent un contrat donc en début d'année effectivement et soit c'est prélevé, on fait un étalement sur les mois dans l'année. C'est comme ils veulent, en fait, on leur laisse le choix. Ça les engage, si vous voulez, à nous aider au moins une fois, on va dire 1 à 2 fois par mois à la distribution, à la ferme aussi. Oui, nous avons des profs, nous avons des gens d'un certain âge, nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes avec des bébés. Il y a de tout, c'est très varié en fait. L'idée c'était déjà de trouver quelque chose de bio et qui soit local. C'est les idées principales. Donc après, on a cherché sur Internet et on a trouvé donc, sur Voinsles la MAP. Et donc de là, on a été se renseigner. Il y avait encore de la place, heureusement. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont sensibles à l'écologie? Je pense qu'ils y sont sûrement sensibles, mais après, c'est aussi une question de temps. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de s'occuper justement de ces légumes qui arrivent. Dans l'écologie en général, c'est vrai que l'image qui ressort de toute façon dans les médias fait que c'est compliqué. Oui, parce que c'est vrai que quand on reçoit du monde à la maison et qu'on dit qu'on a fait nous-mêmes les brioches, les pizzas, toutes ces choses-là, avec des légumes qui sont locaux et bio, c'est vrai que les gens sont heureux et en plus en général ils aiment ça.
Même des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. On essaye de communiquer sur nos choix aux personnes qui nous entourent. Après, tout le monde n'est pas forcément réceptif, mais on incite au maximum et on fait quelques adeptes. Les protéagineux, c'est pour nourrir les animaux. Quelque part, l'homme, il mange bien de la viande. Donc ça, c'est le problème des tracteurs de la bio. De dire on n'est pas capable de nourrir le monde. Et deuxième point, si on mettait autant d'argent dans le système bio pour faire la recherche de variétés rustiques, sans intrants, qui font de la protéine et qui font du rendement avec pas beaucoup d'azote, eh bien, avec un système très léger comme ça, on peut nourrir. C'est ça, le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, on a tout concentré la recherche sur le système de l'autre côté. Et nous, jusqu'à aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, il y a une firme, Agri-Obtention, qui fait des variétés spécifiques. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais ça a été eux les premiers à faire des variétés de blé spécifiques pour la bio. Et donc, mais jusque-là, tout ce qu'on a, févrole, blé, tout ça, c'est du conventionnel, les variétés du conventionnel qui sont les plus tolérantes à tout ce qu'on veut et qui sont menées comme ça. Et pourquoi les poules? Quand j'ai monté le projet, tout de suite dans l'idée de base, presque 10 ans avant l'installation, c'était de faire de l'élevage. Puisque je suis originaire de Normandie, j'ai vécu mon enfance proche de 4 fermes. Et donc on allait chercher le lait à la ferme tous les soirs ou tous les 2 soirs, les œufs 1 fois par semaine, etc. Donc ça, j'ai bien le souvenir gamin. Et donc pour moi, devenir agriculteur, c'était l'élevage, c'était pas du tout les céréales ou le maraîchage. C'était les animaux. C'est plus facile économiquement, d'une part, puisqu'on vend nos produits assez rapidement. Et puis d'autre part, les animaux étant plus petits, l'investissement en termes de matériel est aussi à ce niveau-là. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un gros tracteur, des grosses bottes de paille. Pour nourrir les animaux, on peut tout faire manuellement, quoi. La vente directe, pour moi, ça me permettait de ne pas être tout seul dans ma ferme, toute la journée, 6 jours sur 7. Puisque le métier d'éleveur, à part l'abattoir qu'on a créé sur la ferme où on est 6, donc pendant une demi-journée, le reste du temps, je suis tout seul. Donc le fait d'aller livrer 2 amas par semaine, le fait d'ouvrir la ferme une demi-journée, ça fait déjà 4 jours où je ne suis pas tout seul sur une demi-journée, quoi. Alors, la perspective pour les années à venir, elle est très liée avec le poulet bio, poulet de chair, qui est réclamé par les consommateurs, les Amapiens. Aujourd'hui, ça y est, on est 2 en Ile-de-France, mais pendant 4 ans, j'étais tout seul à produire du poulet bio, vente directe, sur toute l'Île-de-France. On pourrait être 20, 30 en Île-de-France, on ne réussirait pas à combler cette demande. Alors, les journées ou demi-journées de sensibilisation, il y a des formations adultes qui sont proposées, soit par le groupement des agriculteurs biologiques, soit par d'autres structures. Donc ça, c'est pour essayer de créer des vocations ou des conversions, des personnes qui sont agriculteurs, pas forcément en bio, mais qui pourraient se convertir et utiliser le poulet pour transformer leurs céréales. Ensuite, il y a une sensibilisation au niveau des enfants, puisqu'il y a 5 à 8 demi-journées par an où c'est des classes qui viennent sur la ferme pour découvrir le métier. Là, il y a une prise de conscience et qui réalise qu'un poulet qui se déplace, qui a des plumes, qui chante, qui court, et le poulet qui est dans le supermarché ou à la boucherie, il a été vivant avant. Cabane numéro 5. Poulet né le 10 mars, les poulets seront consommés de mi-juin à début juillet. Ça fait une forêt vierge, cardiaque s'abstenir. Mais j'ai pas le défibrillateur au bout du champ. Crucifères, légumineuses, tout ça, c'est bon ménage. Mais tout est bien bon ménage. Il suffit de trouver comment les paxer l'une entre elles.
à l'époque du mariage pour tous, ça devrait le faire. Ah bah ça, ah ça je sais pas ce que ça doit faire. Attends, tu sais, je vais trouver des... On ne voit plus les petits pois là-dedans. Donc voilà le blé. C'est très beau aussi. Bah bien sûr, c'est bien pour ça. Avec les pois, il s'entend bien aussi. Donc le blé s'entend avec la févrole et avec les pois. Avec tout. Voilà, là j'ai tiré un pied, bon j'ai pas tout eu, mais ça c'est du pois d'hiver comanche, comme les Indiens. Donc c'est une partie de... Donc il n'y a eu aucune intervention dessus, le pois sain, pas de maladie. Le blé, il est pareil, il est prêt à dégainer et l'épiler ici. Et on voit la hauteur, on voit comment il est. Il n'y a pas d'engrais de synthèse, comparé quand on mettait des ammonitrates. Bah, des fois, c'était pas plus vert que ça, dans le temps. Et aujourd'hui, il ne faut plus me parler de ça. Aujourd'hui, tout ce qui est chimique, je ne veux plus entendre parler. La nature, elle est assez grande pour nous donner, il suffit de savoir comment la comprendre. Voilà, la comprendre et comment la associer. C'est tout l'enjeu. Quand on voit un blé qui est vert comme ça, en bio, avec 200 litres de vinasse dans la ligne de semis, associé à des protéas, ben, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Nous, notre pain, c'est que de la farine, du sel et de l'eau. Voilà. Je suis agriculteur bio depuis 2001. Bon, passer en bio, pourquoi? Parce que les produits phyto, j'en avais un peu ras-le-bol, quoi, même largement. Ensuite, on a commencé la farine en 2006 et le pain en octobre 2010. Voilà. Faire de la farine, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2006, on ne vendait pas le blé outre mesure, quoi. Je veux dire, ce n'était pas des prix très intéressants, donc on a voulu se diversifier et, pour avoir une relation avec la clientèle. Et le pain, en fait, c'était la continuité de la farine pour développer l'exploitation, augmenter en chiffre d'affaires. J'ai mon fils qui est arrivé derrière, donc voilà. Et je fournis des collèges, des lycées, voilà, des restaurations collectives, mais beaucoup d'AMAP aussi, des ruches sur Paris. Et voilà, quoi. Développement, et on va dire qu'on fait 20% par an, quoi, développement. Ouais. Voilà. Et on fait tout le pain à l'ancienne, donc il y a un retour sur le goût, sur beaucoup de choses, quoi. Donc j'ai trouvé mon premier boulanger, c'était un copain de mon fils, et donc je lui ai proposé, et ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà. Et après on a augmenté, tout doucement, tout doucement, en un an on est passé à 1 tonne la semaine, et puis après j'ai embauché un autre boulanger, et là j'en embauche un troisième. C'est très valorisant parce qu'ils font tout le façonnage à la main, donc tout ce qui est valorisé sur la qualité du pain est passé par leurs mains, quoi. Économiquement, c'est largement viable parce qu'on est aussi dans une région riche et j'ai des écarts de rendement, c'est sûr, mais on valorise, je vends plus cher de toute façon. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on n'est plus soumis à des clashs naturels, on va dire. Bon, il est arrivé qu'on ait des gros écarts de rendement. Bon, voilà, on s'adapte. Bon. Ici, autour de nous, il y a aujourd'hui, il y a 3 exploitations qui sont passées en bio, là, depuis, on va dire, 5 ans. Une ferme d'élevage, un agriculteur comme moi, là, un autre cette année. Il me téléphone, voilà, on se voit beaucoup, on est voisins, on est à 3-4 km, 5 km, voilà, quoi. On se voit, il me conseille, matériel, tout ce qu'on veut, quoi. Moi, je suis très ouvert, au contraire, je suis assez content de les aider, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va dire que je vais limiter les erreurs, quoi. Voilà, parce que moi, j'ai commis des erreurs, c'est sûr. Je vais essayer d'orienter les gens à ce qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs. Voilà. Bon, sur l'assolement, il y a des choses à voir. Le matériel, parce que c'est pas donné, donc... puis il y a de l'entraide, on est plusieurs, on achète du matériel en commun, voilà, quoi. Moi, je reçois les élèves ici, je reçois des classes, je leur explique, je leur explique pourquoi je fais comme ci, comme ça. Bon, ensuite,
Ils découvrent aussi l'agriculture, il n'y a pas que bio, je veux dire. Ils découvrent aussi que avant de faire du pain, on fait de la farine et avant, on cultive du blé, quoi, voilà. Sur l'avenir, sur les 50 ans qui viennent, on ne sait pas du tout la réaction du sol par rapport à tous ces produits phyto. On met des molécules seules, etc., à chaque traitement, mais dans le sol, on les retrouve, voilà, quoi. On les retrouve dans l'eau, on les retrouve partout, on ne sait pas du tout ce que c'est le devenir. Tous les jours, déjà, voir la boîte mail, parce que y a beaucoup de choses qui se font maintenant sur Internet, même au niveau des fournisseurs. On nous envoie des fois des devis, une facture, voilà. Et puis après, comme on fait partie donc, de réseaux, eh bien, il y a toujours des fois des questions des fois d'une personne ou d'une autre, et on s'envoie, on s'échange. Première chose à faire, c'est un décompactage de cerveau. Bon, j'ai de l'humour qui est un peu... Et c'est vrai, parce que quand on part dans le système qu'on est parti, là, avec la bio, conservation des sols, il faut faire un trait. Tout ce qu'on a appris pendant 20 ans de conventionnel, il faut dire stop, il faut mettre ça de côté. Parce que si on continue à garder un esprit de travail du sol comme on faisait avant avec le système bio, en général, les choses vont... on voit bien qu'avec le temps, ça nous on a fait la part des choses il y a longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi quand on me parle du système, de l'autre système, je n'y vois aucun inconvénient, chacun est libre de gérer sa vie comme il l'entend. Moi, je ne me suis jamais mis en opposition les deux systèmes, mais quand on quitte le système conventionnel, il faut tout quitter. Il faut dire stop, virage à 360 degrés, on s'entoure dans le mode d'agriculture qu'on veut aller, et après, on avance.